Merci Seigne, merci à tous les amis pneumo-allergologues de m'avoir invité. Et Seigne m'a parlé de cette conférence et donc j'ai pioché un tout petit peu sur la bibliographie pour savoir ce qui se passe au niveau ORL pneumo en fait, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la prise en charge. Puisque vous le savez très bien, mieux que moi, que vous ne pouvez pas vous passer de nous et tout passe par le nez. Donc si on doit contrôler quelque chose, ben, il faudra faire fine fleur à l'ORL et voilà. Et donc ce qui se passe au niveau c'est celui-là. Comme a dit professeur Benoît tout à l'heure, il faut savoir de quoi on parle et ne pas passer justement à côté de plusieurs diagnostics. Et moi ce que je dis toujours, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Et vous savez, la multiplicité des symptômes rhinologiques qui sont, excusez-moi du terme, bâtards, l'éternuement, l'obstruction nasale, le prurite, on peut le retrouver dans toutes les pathologies rhinologiques. Ce n'est pas particulier à une rhinite particulière, allergique ou non allergique. C'est pour ça que là, ce qui se passe au niveau du nez, il y a toujours un état inflammatoire de la muqueuse nasale face à une agression. Une agression, comme l'a dit tout à l'heure Manu, une agression environnementale, indoor, outdoor, ce que vous voulez, mais il y a une agression. Et le nez répond. Il répond à sa façon en essayant d'expulser ces allergènes, enfin ces molécules qui sont étrangères. Quel que soit le mode d'action, ces allergènes ou ces molécules vont altérer la qualité de vie, que ce soit un patient allergique ou non allergique. Et grosso modo, ce qu'on distingue, c'est en fait trois rhinites. La rhinite allergique, la rhinite infectieuse et ce qu'on appelle actuellement toutes les autres rhinites, ce sont des rhinites chroniques non allergiques. Ces rhinites sont impliquées l'une dans l'autre. Rhinite allergique, rhinite infectieuse et rhinite chronique non allergique. Et entre tout ça, il va y avoir les rhinites mixtes, qu'on va voir progressivement. Pardon? Alors, quelle est la prévalence? En revenant toute la bibliographie, ben, vous le savez mieux que moi, tout ce qui a été écrit en matière de rhinologie, c'est vraiment, en matière de rhinologie et d'allergologie, c'est vraiment énorme. Et en revoyant la bibliographie, c'est pratiquement tous les mois, vous allez trouver en fait un nouveau papier sur ça, 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 ça et ça et ça. Mais ce qui m'a étonné en revoyant la bibliographie, c'est que la rhinite allergique est vraiment très très mal connue. Vraiment très très mal connue. Que ce soit parce que cette rhinite allergique souffre en fait, enfin toutes les rhinites et les rhinites allergiques en particulier, elles souffrent en fait de ces symptômes qui sont bâtards, qui ne sont pas propres à la rhinite allergique, mais qui sont propres à toute rhinite. Ce qui fait que vous-même, dans votre consultation, vous avez vu certainement des patients avec le nez bouché, vous dites qu'est-ce que vous avez? Vous me dites, ah, j'ai une rhinite allergique. Et vous êtes allergique à quoi? Je ne sais pas. Je sais que j'ai une rhinite allergique. Donc tout ce qui est obstruction nasale, tout ce qui est grattage du nez, tout ce qui est éternuement, ben, que ce soit des non-professionnels de la santé, c'est-à-dire des malades, mais aussi bien certains médecins confondent et vont classer les patients directement en rhinitique allergique. Et des années passent, et le patient va se retrouver un beau jour chez le pneumologue, l'ORL, l'allergologue, et c'est là où le diagnostic va être fait sur de simples tests. Et pendant plusieurs années, que ce soit dans les pays développés, tels que le Danemark par exemple, là où j'ai retrouvé une étude où la rhinite allergique a été diagnostiquée uniquement chez 57% des cas. Et malgré le niveau de médicalisation dans ces pays. Quant à l'asthme, lui, il a été diagnostiqué chez 50% seulement des patients. Pourquoi? Parce qu'on confond les symptômes, comme on dit, il faut vraiment reconnaître les signes et pousser des investigations pour pouvoir étiqueter ces patients-là, rhinitiques allergiques ou autres. Et il ne faut pas se contenter uniquement des symptômes que rapportent nos patients. Donc, il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire pour diagnostiquer et mettre en place, en fait, et étiqueter chaque rhinite, qu'elle soit allergique ou non allergique. Alors, ne parlons pas des autres rhinites chroniques non allergiques. Le parent pauvre des rhinitiques,
Et puisque sur le plan estimatif, d'abord elle est très très peu étudiée, et on estime sa prévalence à peu près 20%, donc à peu près 400 millions de personnes qui sont atteintes de ces rhinites chroniques non allergiques. Probablement là aussi sous-estimé, il y en a certainement plus. Alors la rhinite allergique en elle-même, c'est une maladie respiratoire chronique. Sa prévalence, c'est vrai, elle est de 20%, mais certainement sous-estimée par rapport à la réalité des choses. C'est vrai qu'elle altère la qualité de vie des patients. C'est vrai qu'elle entraîne du trouble du sommeil. C'est vrai qu'elle entraîne également un absentéisme scolaire, un absentéisme professionnel. Et elle entraîne également une élévation du coût de la maladie. Elle est associée à beaucoup de comorbidités, et notamment l'asthme. Et l'association entre l'asthme et la rhinite allergique, probablement demain il y aura une controverse sur la prévention de l'installation sur l'asthme chez l'enfant, on y répondra. Mais d'ores et déjà, j'ai relevé déjà une étude qui a été faite par IDI en 2006, où il a retrouvé en fait constaté que la sensibilisation aux acariens et aux fanères de chat et de chien était fortement associée à une diminution de la fonction respiratoire, au développement d'une hyperréactivité bronchique et à la persistance de sifflements bronchiques. Si ce n'est pas de l'asthme, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Autre étude réalisée en 2009 par Jant, et là, cette étude conclut qu'une forte exposition aux allergènes majeurs d'acariens, de chats et de chiens était associée à un asthme beaucoup plus sévère. Troisième constat, c'est l'apport de l'immunothérapie anti-allergénique. On s'est rendu compte que l'immunothérapie va stopper le passage de la rhinite allergique vers l'asthme et elle va également stopper le passage d'un patient monosensibilisé ou monoallergique vers la polysensibilisation ou la polyallergie. L'association existe bien. Sur le plan comorbidité, nous, ORL, on le voit souvent. Ce sont des enfants rhinitiques chroniques qui présentent des otites séreuses à répétition. On a pu en faire, on a peu beau donner des antibiotiques, des corticoïdes, rien n'y fait. C'est des otites séreuses à répétition qui entravent la qualité de vie aussi bien de l'enfant qu'aussi des parents qui sont là à ramener à chaque fois leur enfant. Vous avez beau donner des corticoïdes et lavage nez, ça ne marche pas. Elle trouble le sommeil également. Et là, l'étude qui a été faite à l'hôpital militaire par Debous s'y retrouve à l'effort au-delà de 24 chez près de 62%. Anomalie bucco-dentaire. La respiration nasale est une respiration physiologique et les enfants qui ont un nez bouché vont avoir beaucoup plus de caries, de tartre, de gingivite et ils vont avoir également une malocclusion bucco-dentaire. C'est ce que nous on appelle en ORL les faciès adénoïdiens, c'est-à-dire c'est des patients qui ont un nez bouché avec une hypertrophie des végétations adénoïdes et qui sont obligés de chercher l'air et ils vont avoir une véritable déformation de leur massif facial. D'accord. Et ce n'est pas des végétations en fait, c'est la rhinite allergique qui est en cause. L'obésité, on en a parlé tout à l'heure également. Un autre revers, c'est la rhinoconjonctivite associée. Elle est présente dans près de 50% des rhinitiques allergiques. Qu'il s'agisse d'une atteinte saisonnière ou d'une atteinte pérennielle, elle va se manifester par trois symptômes, la kératoconjonctivite vernale, la kératoconjonctivite atopique et les conjonctivites gigantopapillaires. On a retrouvé une association évidente entre la kératoconjonctivite vernale, la kératoconjonctivite atopique et la présence d'IgE, au niveau des larmes ou par test de provocation. Le profil allergologique de la rhinite allergique est une tunisienne, acarien essentiellement, bien sûr, mais aussi les pollens. Et on retrouve à peu près le même profil chez l'asthme allergique, acarien essentiellement, mais aussi pollen. Similitudes. Il y a eu la classification
classification de l'ARIA. L'ARIA, c'est elle qui a commencé tout au départ en 2001, puis chaque année ou chaque 2 ans, il y a une mise à jour. Une mise à jour, les dernières, à date de 2010 et essentiellement de 2017, elle est basée essentiellement sur les symptômes cliniques de la maladie rhinitique, avec un constat obligatoire, un constat d'immunoallergie lié à une inflammation IgE dépendante, rattachée à une exposition allergénique. C'est une définition précise. Et on ne peut pas y passer outre. Il faut absolument un constat immunoallergique, IgE dépendant. Bien sûr, et c'est là où est notre rôle, nous, ORL. Après élimination des diagnostics différentiels, c'est-à-dire toutes les autres rhinites chroniques, et après examen nasal. Obligatoire. Tout ce qui brille n'est pas hors, tout ce qui est obstruction nasale n'est pas obligatoirement en rapport avec une rhinite allergique. Classification de l'ARIA, de plus en plus simplifiée. Selon la fréquence, vous la connaissez tous, intermittente, persistante. On a retenu maintenant que 2 dates, moins de 4 semaines ou plus de 4 semaines. Selon la gravité, légère, pas de symptômes. C'est pas symptôme sur le plan croix parce que c'est modéré en fait. La flèche, hop, au secours. Attends. Alors la croix, la flèche, elle doit être là, sur modéré. Vous voulez l'enlever, vous voulez la mettre entre parenthèses. Maintenant, on parle essentiellement d'intermittente légère, persistante légère, intermittente modérée à sévère, persistante, entre parenthèses, modérée à sévère. Et on a repris de plus en plus la terminologie rhinite allergique saisonnière, rhinite allergique pérannuelle. Pourquoi, entre parenthèses, modéré? Parce que ça n'a pas d'impact réel sur le plan thérapeutique. Implication thérapeutique, justement. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que les antihistaminiques oraux et nasaux étaient efficaces essentiellement sur les symptômes d'éternuement, rhinorrhée, très peu sur l'obstruction nasale, efficace sur le prurite. Deuxième plan, l'association est véritablement efficace sur tous les symptômes. Anti-HA nasal, corticostéroïdes, corticoïdes nasaux. Donc, éternuement, rhinorrhée, obstruction nasale, prurite et même sur les signaux oculaires. Recommandation type 1 pour les antihistaminiques oraux et antihistaminiques nasaux et les corticoïdes nasaux également. Arbre décisionnel par rapport à la rhinite allergique. Alors nous sommes devant une rhinite allergique confirmée. Elle peut être intermittente, persistante, légère, modérée à sévère, légère à modérée à sévère. Si on a un rhinitique allergique confirmé, intermittente légère, le traitement c'est les antihistaminiques oraux ou les antihistaminiques nasaux. On peut avoir recours aux vasoconstricteurs ou aux antileucotriens. Pour les rhinitiques intermittentes sévères, là on fait appel aux antihistaminiques oraux, aux antihistaminiques nasaux, ou alors, là aussi aux corticostéroïdes, ou alors aux antileucotriennes, ou alors aux vasoconstricteurs. On contrôle 2 à 4 semaines après, et on voit. S'il n'y a pas d'effet, on augmente les doses. S'il y a une amélioration, on poursuit le traitement pour un mois. La persistance sévère fait appel au traitement par corticothérapie nasale avec une évaluation à 2 à 4 semaines. En cas d'amélioration, on va diminuer les doses. S'il n'y a pas d'amélioration, reconsidérer le diagnostic. Est-ce qu'on a fait le bon diagnostic? Il peut y avoir une mauvaise observance, il peut y avoir une surinfection associée. Comme il peut y avoir chez les patients qui présentent uniquement une obstruction nasale, une tumeur au niveau du nez, polypose ou autre chose qui expliquerait l'échec du traitement.
Une fois on a éliminé ces causes d'erreur, disons, on va augmenter les doses de corticostéroïdes. S'il a une rhinorrhée, on va lui donner de l'atrovent. S'il a des éternuements, on va associer des anti-H1. Et en cas d'obstruction nasale, des anti-H1 ou des vasoconstricteurs. On associera des corticoïdes par voie orale s'il n'y a pas d'amélioration. Et en cas d'échec, on aura recours à la chirurgie. Les autres rhinites. Les symptômes, je vous ai dit, c'est exactement les mêmes que chez tout patient qui présente une rhinite chronique. L'obstruction nasale, la rhinorrhée, l'éternuement et le prurite naso-oculaire. Pour faire le diagnostic des rhinites chroniques non allergiques, il faut au moins 2 symptômes pendant au moins 1 heure par jour, pendant plus de 12 semaines, sans surinfection et avec un bilan allergologique négatif. Les rhinites chroniques non allergiques sont très mal étudiées. 2,7% de prévalence. Il y a toujours ce risque de développer un asthme. Facteurs associés, facteurs confondants, c'est la polypose, on va voir tout à l'heure ce qui se passe, et souvent associés à des formes sévères. Quelle est la classification actuelle? En 2004, on se retrouvait avec les rhinites inflammatoires et les rhinites non inflammatoires. Le NARES, non-éosinophile rhinitis éosinophile, et puis toute la flopée de rhinites médicamenteuses, rhinites professionnelles non allergiques, rhinites liées à l'environnement, liées à l'alimentation, hormonale, liées à l'âge, positionnelle, rhinites vasomotrices, rhinites atrophiques. Ça fait une flopée. 2017, on ne garde que la rhinite médicamenteuse, rhinite professionnelle, rhinite liée à l'environnement, rhinite liée à l'alimentation, rhinite hormonale, rhinite liée à l'âge. Toute autre rhinite, forme de rhinite, ont été éliminées. Alors, le NARES, est-ce qu'on va le mettre dehors et l'éliminer définitivement? Je ne pense pas. En fait, il s'est transformé. Je vous rappelle, le NARES, en fait, il a été identifié dans les années 80 et il est fait d'une rhinorrhée antérieure claire avec des éternuements, une obstruction nasale, souvent un âge tardif, et il existe souvent un trouble de l'odorat, chose qui n'existe pas dans la rhinite allergique réelle, sauf s'il y a une obstruction nasale majeure. Elle est pérannuelle et souvent apériodique. Le diagnostic il est fait sur un bilan allergologique négatif, une rhinoscopie antérieure qui est quasi normale, ou du moins non spécifique, et surtout, c'est là où on revient sur l'hyperéosinophilie. Le problème, c'est que quand on fait un scanner, on va trouver un comblement ethmoïdal, ou voire même un comblement naso-ethmoïdal, et là, on ne peut plus parler réellement de rhinite pure, mais plus de rhinosinusite. Donc, exit le NARES de cette forme de rhinite. C'est pour ça que, c'est mieux, on a parlé tout à l'heure, on a identifié une autre forme de rhinite. C'est la rhinite allergique locale. C'est des patients qui présentent une réaction de la muqueuse nasale avec des tests allergologiques totalement négatifs, mais il existe une production importante d'IgA sécrétoire. Infiltration lymphocytaire Th2, ça explique peut-être l'amélioration sous biothérapie, très probablement, avec des tests de provocation positifs et un test de provocation d'activation des basophiles positifs. On n'a pas encore de recommandation spéciale pour ce type d'allergie, de rhinite allergique locale, et il semble actuellement que les corticostéroïdes marchent mieux. Donc, rhinite allergique locale, nouvelle entité. Les rhinites médicamenteuses, les effets des vasoconstricteurs, tout ce qui est diterginol, rhinoflunicide également, ça donne un effet d'accoutumance, effet rebond, et très souvent, on a une obstruction nasale fantôme, parce que quand on voit le malade se plaindre d'obstruction nasale, il dit je ne respire pas avec le nez, vous mettez un endoscope, vous voyez une autoroute de part et d'autre du docteur, je ne respire pas. D'accord.
Comme autres médicaments, c'est l'aspirine, les antihypertenseurs et les neuroleptiques. Les rhinites professionnelles non allergiques, les travailleurs de bois, les papiers, l'industrie chimique, résine, colle, sel de platine, anhydride d'alcool et les produits d'entretien. Les rhinites liées à l'environnement, les rhinites liées à l'âge, tabagisme, donc toujours à l'environnement, le stress et l'usage de CPAP, surtout quand il n'y a pas d'humidificateur associé. Les rhinites liées à l'âge, au-delà de 65 ans, peut-être l'âge de... Je crois qu'il a augmenté maintenant. 65 ans, on n'est plus vieux. Non, voilà. Rhinorrhée discontinue, ponctuée de périodes de sécheresse, trouble de l'odorat, et il s'agit plus d'une dysrégulation neurovégétative ou avec une atrophie des glands. Là, il s'améliore très très bien également sous atrovent. Les rhinites hormonales, vous les connaissez tous, les rhinites de la femme enceinte, la puberté, la grossesse, la ménopause, contraception. Bien sûr, n'oubliez pas de demander un bilan thyroïdien devant toute autorisation nasale isolée. Donc on est souvent étonné de trouver une hypothyroïdie. On peut trouver une acromégalie. Elles sont secondaires, soit une rétention vasculaire en cas d'œstrogène, l'activation des récepteurs H1 ou une diminution de l'activité des polynucléaires et eosinophiles. La rhinite alimentaire, boisson alcoolisée, éthanol sulfite, poisson, chocolat par histaminolibération et les rhinites gustatoires. Donc ça, c'est Narissa. Le réflexe est trigémino-parasympathique. Dans toute cette flopée, donc, il y a les rhinites mixtes, donc on peut avoir des rhinites véritablement allergiques chez une femme enceinte, des rhinites professionnelles allergiques et non allergiques, et des rhinites liées à l'âge avec des rhinites médicamenteuses, surtout qu'avec un certain âge, on prend beaucoup de médicaments. Je voulais juste en parler, mais elles ne font plus partie de la classification des rhinites. L'ancienne rhinite atrophique, le fameux OSEL, essentiellement. Les rhinites vasomotrices ont complètement disparu du tableau. Et les rhinites positionnelles au réveil, le nez bouché. Et elles sont dues essentiellement à une stase veineuse au niveau des cornées inférieures. En résumé, je ne me trompe pas, rhinites non infectieuses, rhinites chroniques non allergiques, elles peuvent être soit rhinites médicamenteuses, hormonales, rhinites professionnelles non allergiques, rhinites gustatives, rhinites environnementales, ou alors idiopathiques. Pour les rhinites allergiques, j'ai mis là la rhinite allergique locale avec un test allergologique positif, et les rhinites allergiques, tout contraire, ça c'est la rhinite allergique locale et la rhinite allergique locale allergique. Donc en conclusion, les rhinites sont un large panel, parmi lesquels la rhinite allergique reste peut-être la plus fréquente parce qu'elle est la plus étudiée, la mieux étudiée. Plusieurs diagnostics différentiels, donc nécessitant des explorations, notamment endoscopiques, et ça c'est pour une meilleure prise en charge de nos patients. Merci.